Bien, alors pour me présenter très rapidement, hein, donc je m'appelle Stéphane Vattier et donc je suis essentiellement avant tout professeur de FLE. J'ai aussi une formation en ingénierie pédagogique et en 2016, donc j'ai créé Commun Français, donc qui est une activité d'auteur indépendant de manuels pour l'enseignement et l'apprentissage du français langue étrangère. Donc, je suis notamment l'auteur de la collection à l'épreuve que vous voyez à l'écran pour préparer donc aux examens du DELF B2 et du DALF C1, dont le livre Production écrite DALF C1 que vous pourrez découvrir en suivant le lien que je vous ai mis dans les panneaux. Alors, pour écrire ces livres, hein, je me suis inspiré d'une méthode, donc de la méthode d'enseignement explicite. Alors, je précise que je m'en suis seulement inspiré, hein. Je ne suis pas promoteur officiel de l'enseignement explicite en France, hein. Je ne suis pas du tout rémunéré pour en faire la publicité. D'ailleurs, je suis partisan d'aucune méthode véritablement, à part, je pense comme vous, à part la méthode qui marche. Bien. Euh, la méthode de l'enseignement explicite, donc en bref. Alors, quelles sont ces finalité? Alors, c'est la recherche d'une méthode efficace contre l'échec scolaire. Donc, ça, c'est sa finalité principale, hein. Ils sont partis d'un constat que, en général, il y a des compétences implicites, ou on peut dire aussi des compétences cachées, qui sont nécessaires pour réussir à l'école, notamment des compétences de métacognition, hein, qui concerne tout ce qui est la gestion de l'apprentissage, savoir se fixer des objectifs, etc. Mais également des techniques comme la prise de notes, qui est absolument essentielle dans la réussite des études, en tout cas dans certains systèmes scolaires, mais qui est rarement, en fait, enseignée à l'école. Alors, sur le concept de compétences cachées, je vous ai mis dans les liens utiles, je vous renvoie vers un site internet qui est très intéressant. C'est un module, ce sont des modules de formation donc, qui sensibilisent à ces compétences cachées des apprenants qui sont nécessaires pour leur réussite. On peut aussi, pour ce qui nous concerne plus directement, penser aux compétences que les apprenants ont intériorisées et tellement intériorisées qu'ils ont du mal à la réinvestir dans l'apprentissage d'une langue étrangère. C'est pas rare de voir un lecteur, même très performant dans sa langue maternelle, et qui, lorsqu'il lit un texte en langue étrangère, adopte une stratégie de lecture mot à mot qui est un petit peu aberrante, en tout cas qui risque de ne pas fonctionner. Alors, cette méthode a prouvé son efficacité dans la présentation de notions nouvelles, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans des compétences complexes qui concernent la compréhension écrite et la rédaction de textes. Alors, quels sont ces principes généraux? Alors, le principe, comme son nom l'indique, ça va être d'expliciter l'intégralité, ou en tout cas le maximum, de la démarche d'apprentissage. Donc déjà, il va s'agir de bien expliquer aux apprenants les objectifs détaillés, les compétences nécessaires pour réussir, mais aussi les différentes étapes que l'enseignant va adopter pour l'apprentissage de la matière. Donc le grand principe, c'est vraiment de donner du sens. Toujours donner du sens, toujours expliquer l'intérêt d'une activité, pas seulement on l'a fait parce qu'il faut la faire, mais vraiment d'insister sur son intérêt, y compris hors du cadre scolaire, et d'expliciter toujours les stratégies et les compétences qui sont employées pour réussir un exercice. Un autre principe qui nous intéresse, qui m'a intéressé, c'est un modèle également pour structurer l'apprentissage et pour structurer le contenu de mes livres. C'est ce qu'on appelle le méthode PIC. Alors, c'est PIC pour préparation, interaction et consolidation. Alors, la préparation, c'est une phase d'introduction
qui va être très importante. Donc, on va présenter l'intérêt de l'exercice, les objectifs et les étapes. La phase d'interaction qui comprend trois stades principaux. Le modelage, où là, le modelage, c'est le professeur qui fait l'exercice en pensant à voix haute, hein, en expliquant à chaque fois ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Il y a ensuite une phase de pratique guidée, où là, enseignants et apprenants font l'exercice ensemble, et une pratique autonome, où là, les apprenants vont appliquer tout ça, hein, pour faire les exercices tout seuls. Et enfin, une phase de consolidation avec des révisions et des évaluations. Alors, vous me direz, rien de bien révolutionnaire là-dedans, mais ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est le principe d'expliciter en permanence, et puis cette pratique du modelage, hein, et dont je parlerai plus particulièrement dans la suite de mon exposé. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur cette méthode d'enseignement explicite, je vous invite à suivre les liens donc, dans le panneau discussion que je vous remettrai tout à l'heure. Donc, j'arrête là pour cette méthode et je passe tout de suite à la synthèse. Donc, dans la phase dite de préparation, hein, donc là, ça va être une introduction très importante sur l'exercice. Et alors, pour moi, la synthèse, c'est vraiment un exercice emblématique de la complexité qui demande des compétences qui ne sont pas toujours faciles à observer, hein, à mettre en évidence. Et puis, il y a un point que vous avez souvent souligné dans le questionnaire, c'est que c'est un exercice qui est souvent nouveau, hein, dans le cursus scolaire des apprenants. Donc, dans cette phase de préparation, ça va être très important de lever les blocages et de renforcer la motivation des apprenants pour l'apprentissage de la méthodologie. Donc, bien expliquer d'abord la nature de l'exercice. Mais avant, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'ai toujours ce type de questions, hein. Je les vois tout le temps passer sur les réseaux où on m'envoie souvent ce type de questions. Faut-il, est-ce que c'est obligatoire, etc. Bon, pour moi, la réponse est assez simple, hein. Qu'est-ce qui est obligatoire? C'est ce qui est dans la consigne. Point. Alors, cette consigne, vous la connaissez peut-être. En résumé, hein, la synthèse, donc, il s'agit de faire la synthèse de 2 ou 3 documents de 1000 mots environ, hein. Synthèse avec vos propres mots, et dans un nouveau texte qui, suivi, est cohérent et dans un ordre qui est personnel, et il ne faut pas faire de commentaires personnels. Voilà la consigne, et donc voilà ce qui est obligatoire. Je ne vois pas ici de mention de problématique ou de conclusion ou d'introduction. Toutefois, dans le cas d'un examen comme le DELF-DALF, il est toujours prudent d'aller voir également et de présenter aux élèves les critères d'évaluation. Vous voyez ici l'échelle des niveaux de performance. Ce document n'est pas du tout secret, hein. Vous pourrez le télécharger sur le site officiel de l'examen, hein, sur le site de France Éducation Internationale. Alors, dans ce document utilisé par les correcteurs, on voit quand même des points qui sont importants. Par exemple, peut introduire avec clarté et précision le thème commun des textes. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça signifie que le candidat doit introduire sa synthèse parce qu'il va être évalué sur ce point-là. Un autre aspect qui est intéressant, c'est la ponctuation et la mise en paragraphe qui doit être logique et facilitante. Est-ce que c'est évident pour tous les étudiants? Je n'en suis pas certain. Donc, je conseille vivement, hein, je vous le fais sûrement déjà, mais de présenter ces critères d'évaluation à vos apprenants et puis de le faire, si possible, dans un langage plus simple. Alors, j'ai déjà fait ce travail pour vous, si vous voulez.
j'ai déjà rédigé une grille qui est expliquée aux candidats dans un vocabulaire plus simple. Vous pourrez la télécharger en suivant le lien dans le panneau. Bien. Voilà pour l'obligatoire. Et ce qui n'est pas obligatoire, alors comment on fait? Eh bien, selon moi, il ne faut pas raisonner en termes comme ça de sortir de cette dichotomie habituelle d'obligatoire et facultatif, mais l'enseignement explicite nous invite à raisonner en termes de stratégie et en termes d'efficacité. On est toujours dans cette logique de donner du sens à l'apprentissage. C'est pas, il faut mettre un titre, oui ou non. Bon, vous trouverez toujours des gens pour affirmer de façon péremptoire qu'il faut un titre. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de mettre en évidence et de discuter avec les étudiants sur l'aspect stratégique de ces différents éléments qu'on va mettre dans une synthèse. Dans le cas de la problématique, par exemple, on a vu qu'elle n'est pas forcément obligatoire, mais il me semble pour moi que d'un point de vue stratégique, elle est indispensable. Parce que cette problématique, elle va montrer la compréhension du thème, et c'est ce qui va permettre également de lier les différents documents sous un thème commun. Et puis, quand on rédige un texte, en général, c'est pour répondre à une question ou pour résoudre un problème. Et cette problématique, cette question va servir de fil directeur à ma synthèse. Elle va m'éviter également de partir en hors-sujet. Et puis, une problématique, selon la manière qu'elle est formulée, elle annonce déjà d'une certaine manière l'organisation d'un texte. Par exemple, je m'explique, hein, si vous prenez une problématique du type « faut-il interdire le téléphone portable en classe ?» il est clair que cette problématique induit un raisonnement de type dialectique avec des arguments favorables et des arguments défavorables. Bien. Alors, si on compare par exemple avec le titre, bon, d'un point de vue stratégique, quel est l'intérêt d'un titre dans une synthèse? Moi, j'en vois pas trop. Quel est l'intérêt de la conclusion? Bah, stratégiquement, j'en vois pas trop. Je n'ai pas besoin de récapituler une opinion personnelle et je vois pas l'intérêt de résumer ce qui est déjà résumé. Voilà. Bon, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi naturellement, mais l'important, hein, vous comprenez bien, c'est de travailler avec l'apprenant sur ces aspects stratégiques, hein, de stratégie de rédaction d'un texte. Et ce travail-là va permettre justement de faciliter le transfert des compétences, va permettre de les réutiliser dans d'autres contextes ou pour d'autres exercices. Alors, dans cette phase de préparation, il faut focaliser l'attention des apprenants sur les objectifs. Alors, hein, je l'ai dit déjà, la synthèse, c'est un exercice complexe qui n'est pas très facile à décomposer, hein, en différents objectifs, mais on peut quand même distinguer déjà la particularité de la synthèse, c'est que c'est à la fois un exercice de compréhension et de production. En compréhension, on verra des compétences de lecture, hein, de textes longs, hein, savoir explorer un texte long, dégager une problématique, distinguer les différents types de contenus dans un article de presse, prendre des notes, ça va être très important pour réussir, et prendre des notes en français, naturellement, pour éviter le coût cognitif d'une traduction à chaque fois. Et l'aspect qui est peut-être le plus difficile à travailler dans une synthèse, c'est de la comparaison des documents. Alors, je proposerai quelques solutions pour travailler cet aspect-là. Dans la partie production, on aura bien sûr le plan, la mise en page, on l'a vu dans les critères d'évaluation, et comment introduire une synthèse. Et puis, une série de techniques qui vont être très importantes et qu'on peut emprunter, en fait, aux techniques qu'on apprend déjà dans le résumé de texte. Hein. Ce sont des techniques de reformulation des idées, mais aussi savoir reformuler des informations qui sont sous forme de chiffres ou sous forme de points de vue. Et bien entendu aussi, apprendre à rédiger avec concision, ce qui ne veut pas dire faire des phrases courtes, hein, mais rédiger en utilisant
le moins de mots possible. Donc voilà pour les objectifs qui me semblent importants. Dans mon livre, donc, j'essaye pour chacun de ces objectifs de proposer des techniques et des exercices, des exemples d'activités qu'on peut faire. Donc voilà pour la préparation. Dans la partie interaction, donc, on a cette phase de modelage, hein, qui est une sorte de démo, hein. C'est l'enseignant qui fait l'exercice devant les élèves et qui va expliquer comment on fait et pourquoi on le fait. Alors, ça serait évidemment beaucoup trop long de vous faire ce modèle, hein, devant vous ce soir, hein. Vous pourrez trouver un exemple de modelage dans mon livre, mais je l'ai mis aussi en accès gratuit. Vous verrez dans les liens. Vous pouvez le trouver sous forme de texte ou sous forme de vidéo, hein, pour avoir une idée plus précise. Mais ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est les points les plus importants, hein, sur lesquels on peut insister dans cette phase de modelage. Alors, dans l'étape de planification, qui est peut-être la plus importante dans une synthèse, je vais insister sur les stratégies de lecture globale, hein, d'exploration des textes. Et puis, ensuite, pour identifier le thème, donc, et une première lecture rapide, par exemple la première phrase de chaque paragraphe, qui va me permettre de voir la progression générale des idées et de faire un premier rapide comparatif entre les différences, donc, et les similitudes entre les deux textes. Et tout ça pour arriver à une première problématique qu'il faudra confirmer par la suite. Il y a un autre aspect sur lequel je vais insister dans cette phase de modelage, c'est la prise de distance. Personnellement, je vais déconseiller de prendre des notes ou de souligner, hein, sur le texte directement les idées essentielles, mais je vais plutôt faire une prise de notes avec une reformulation immédiate dans un tableau. Alors, je vais dans un tableau comparatif et je vais tout de suite prendre un exemple concret. Selon le niveau des apprenants, il ne me semble pas inutile de rappeler la construction d'un article de presse. Comment progresse un article de presse? Souvent, dans les manuels de préparation d'ELF, vous avez des activités, on demande aux élèves de repérer les idées essentielles et secondaires. Mais je ne suis pas certain que cette notion d'essentiel et de secondaire soit évident pour tous les apprenants. Et je pense qu'il n'est pas inutile de faire de préciser un petit peu ce qu'on entend par là. Et ensuite, donc je vais montrer comment on compare les documents avant de passer à un plan détaillé. Donc, pour prendre un exemple concret, hein, je propose ce type de tableau, de type linéaire, document par document, donc document 1, document 2, et paragraphe par paragraphe. Et ce que je recommande, donc, c'est de reformuler directement sous forme de notes, hein, sur un brouillon personnel. Je vais utiliser beaucoup plus d'abréviations. Et comme ça, donc, paragraphe par paragraphe. Donc, qu'est-ce que c'est une idée essentielle, hein? Bon, j'ai pris ici un exemple de sujet qui se trouve dans mon livre. C'est un texte qui parle des discriminations linguistiques, donc des discriminations sur les accents en France. Et après un premier paragraphe qui présente le phénomène, hein, qui présente ce problème de discrimination en France, vous avez ici un deuxième paragraphe qui va faire avancer, hein, la construction du message en présentant une première cause de ces discriminations linguistiques. Donc, une des causes, hein, ici, hein, ce sont donc les discriminations ont des causes, avant tout, ont des causes historiques. Donc, voilà une idée essentielle, hein, elle apporte des éléments de réponse dans la construction du message. Généralement, c'est pas toujours le cas, mais généralement, il y a une idée essentielle par paragraphe, avec ensuite des idées secondaires qui vont développer cette idée essentielle, donc ici, qui vont développer les causes historiques, donc notamment le mouvement centralisateur et
la norme linguistique imposée par Paris qui est née de cette centralisation. Donc, dans un modelage, je vais présenter concrètement aux apprenants comment je travaille, comment je traite ce type de paragraphe et comment je vais prendre des notes. Par exemple, je vais présenter des cas particuliers aussi. Vous avez ici une idée secondaire qui est présentée sous forme de citation. Hein, on a eu un mouvement centralisateur, etc. Bien entendu, le candidat ne doit pas donner la citation telle quelle, il ne doit pas donner l'idée sous sa forme, hein, mais il doit donner uniquement sous son sens et il faut donc la reformuler. Alors, voilà ce que peut donner un exemple, un relevé de notes qui va être finalisé. Alors, quels sont les avantages d'une notation par tableau comme ça? C'est que d'abord, je peux faire une relecture verticale qui me permet de revoir les idées essentielles sur un document, voir si elles s'enchaînent bien. Mais surtout, l'intérêt, c'est que ça va faciliter la comparaison entre les deux documents. Cette présentation sous forme de tableau va permettre de repérer comment les deux documents se complètent ou comment des idées peut-être se nuancent ou s'opposent ou se répètent. Par exemple, on voit ici en jaune que les deux documents apportent des causes différentes. Donc, ils se complètent sur la présentation des causes du problème. Et on voit également en vert qu'ils proposent des solutions qui sont différentes et peut-être qui peuvent être opposées. Donc, cette manière de comparer dans ce tableau donc, permet la comparaison et permet donc la prise de distance par rapport au document de départ. Je n'ai plus besoin de retourner sur les documents. Le problème, c'est que les candidats, souvent, en prenant des notes directement sur les textes, ils vont être obligés de revenir à chaque fois sur le document, de relire les phrases, ce qui peut bloquer la reformulation. Bien. Vous me direz que tout ça, ça prend beaucoup de temps, c'est vrai, mais de toute façon, ce travail de reformulation, il faut le faire. Si le candidat ne le fait pas maintenant, il devra le faire à la rédaction. Et au moment de la rédaction, il aura une expression qui sera beaucoup moins fluide, hein, beaucoup moins facile, puisqu'à chaque fois, il faudra revenir sur le document pour reformuler les idées. Très bien. Après que j'ai fait cette comparaison, je passe à l'élaboration du plan. Alors là aussi, ce tableau m'aide hein, pour l'élaboration du plan. On voit ici qu'on a un plan qui s'impose en quelque sorte avec la description d'un phénomène, ensuite un exposé des causes et ensuite un exposé des solutions, donc un plan en 3 parties. Et ça peut varier évidemment, mais on voit bien que ce type de tableau comparatif va aider à élaborer le plan. Donc voilà la phase de planification qui me semble être la plus importante. Ensuite, donc, en ce qui concerne la rédaction, je présenterai un modèle complet, hein, un modèle complet détaillé de rédaction. Je rappellerai la règle d'objectivité. Hein, on peut réutiliser les mots-clés, il ne faut pas utiliser de je ou de nous. Également, la construction du texte avec une intro, un développement en 2-3 parties et une mise en page logique et facilitante. On peut présenter notamment un exemple comme celui-ci. J'ai un peu exagéré l'espace entre les parties, mais c'est vraiment, là aussi, c'est une stratégie qui n'est pas acquise par tous les apprenants, en tout cas ceux que j'ai pu voir, hein, qui consiste à bien présenter un argument par paragraphe et de bien distinguer les différentes parties, donc adopter une mise en page qui soit facilitante. Bien, je pense avoir montré un petit peu l'intérêt d'un modelage. Hein. Ça va permettre à l'enseignant déjà d'extérioriser ses propres pratiques d'enseignement, hein, qui étaient un petit peu évidentes pour lui. Ça va donner une vue d'ensemble de l'exercice.
et ça va proposer une démarche raisonnée, justifiée, qui focalise l'attention sur les difficultés et les moyens de les résoudre. Maintenant, on peut parler aussi des conditions du modelage. Il y a quand même un problème dans le modelage, c'est que ça va prendre un certain temps de préparation, évidemment. Alors, vous pouvez très bien réutiliser le modelage que je vous ai proposé dans les liens. On peut très bien réutiliser ça avec ses apprenants. Il y a un deuxième problème aussi, c'est qu'il y a un certain temps d'exposition. Le modelage est assez long. Donc là, il y a une réflexion à avoir sur la scénarisation du cours. Dans l'idéal, c'est mieux de faire ce modelage en direct devant les élèves, pour vraiment que l'idée de penser à voix haute prenne tout son sens. Mais on peut très bien imaginer aussi de s'enregistrer, de faire une vidéo et selon le principe de la classe inversée, de proposer ce modèle en travail en amont avant de se retrouver en cours. Là, c'est un sujet sur lequel on pourra discuter après. Deuxième étape après le modelage, c'est la pratique guidée. Quelques principes sur lesquels je voudrais attirer votre attention également. Alors, j'ai choisi dans mon livre de travailler la pratique guidée, donc où là, les élèves font le travail avec l'enseignant, de travailler sur un seul sujet. Autrement dit, on va un petit peu, selon la pédagogie de projet, prendre un sujet de A à Z où on va travailler avec les apprenants systématiquement toutes les étapes qui ont été présentées dans le modelage. Alors, pourquoi un seul sujet? Parce que ça va permettre déjà d'automatiser la méthodologie en la travaillant de A à Z à fond. Et puis, le problème aussi, c'est que si vous regardez les manuels de préparation au DELF, souvent, quand on veut travailler sur une compétence spécifique, les concepteurs ont tendance à prendre un autre sujet. Alors, il y a des raisons, bien sûr, c'est pour varier et puis pour transférer les compétences en cours. Mais l'inconvénient, c'est qu'à chaque fois, l'élève doit refaire ce travail de préparation du vocabulaire, de compréhension de l'exercice, etc. L'avantage de travailler sur un seul sujet, c'est qu'on peut vraiment se focaliser sur les stratégies et ne pas se laisser distraire par de nouveaux problèmes de compréhension. L'intérêt aussi, c'est qu'à chaque fois, quand on fait des activités intermédiaires, l'apprenant va pouvoir les réinvestir tout de suite dans son projet de synthèse, dans la réalisation de la synthèse. Dans la pratique guidée, donc, dans le cours de la réalisation de la synthèse, dans la méthodologie, je vais aussi intégrer donc, des micro-activités intermédiaires, donc de reformulation variée, par exemple, ou des petits exercices, des techniques. Dans mon livre, je présente des techniques et des exercices pour apprendre à rédiger avec concision, par exemple, mais toujours à chaque fois des exercices qui vont porter sur le sujet de la synthèse, donc que les apprenants vont pouvoir réinvestir immédiatement. Un autre aspect que je recommande aussi, c'est le travail collaboratif. Donc, travailler certaines activités en groupe ou en tandem, qui vont là aussi permettre à l'apprenant de justifier, de toujours justifier ses choix, de justifier les stratégies qu'il a employées pour l'exercice. Bien. Dans la dernière étape de cette phase d'interaction, donc là, on passe à la pratique autonome, donc là, ça devient beaucoup plus classique, où, évidemment, on essaiera de proposer des activités de synthèse, des exercices de synthèse, progressivement, pour aller petit à petit vers les conditions d'examen. Je recommande des corrigés détaillés, ce qui n'est pas toujours le cas dans les livres de préparation au DELF. Donc, des corrigés détaillés, des modèles de synthèse qui vont vraiment permettre à l'apprenant de comparer avec ses performances. Une autre activité qui fait ses preuves aussi, c'est non pas l'évaluation, mais la vérification par les pairs.
Alors, non pas l'évaluation, parce que je ne sais pas si vous avez déjà participé à des MOOC, hein. J'ai participé à un MOOC où on préparait les élèves au DALF C1. Et puis, il y avait une activité, hein, d'évaluation par les pairs où chaque apprenant devait évaluer la copie d'un autre étudiant. Et ça, franchement, l'observation révèle que ça ne marche pas. Les élèves ne sont pas vraiment capables de donner des notes à leurs camarades. Et puis, généralement, ça crée aussi des frustrations, hein, pour ceux qui ont des mauvaises notes. Donc, mais en revanche, ce que je conseille plutôt, c'est de faire des exercices de vérification et non pas d'évaluation. Et ça, qui peuvent prendre la forme de petites listes, hein, de vérification, de checklists, où l'élève va vérifier que la copie de son camarade contient bien une problématique, l'introduction est bien faite, etc. On peut imaginer des listes de vérification globales ou plus ciblées sur une compétence, où là, on va par exemple vérifier que la reformulation des idées est faite de manière efficace. Donc, voilà pour la pratique autonome. Je passe rapidement sur la phase de consolidation, hein, qui est très classique, où là, bon, on va proposer des activités de révision et des évaluations formatives et sommatives. Voilà, j'en ai terminé avec mon exposé.